Bonjour tout le monde. Maintenant, on va entamer le troisième chapitre qui traite ou bien qui s'intéresse à la présentation de l'activité économique. Donc, pour présenter l'activité économique, nous utilisons l'outil de la comptabilité nationale. Alors, cette comptabilité, il est rétrospective en ce sens qu'elle décrit l'évolution des agrégats dans le passé et une comptabilité prospective du fait qu'elle pourrait fournir une projection des principaux agrégats macroéconomiques et constitue donc un instrument important de prévision et de planification d'une façon générale. Donc, la section 1, au niveau de cette section, nous allons se focaliser sur l'étude des agents économiques. Donc, tout d'abord, on peut dire qu'un agent économique, il participe de façon spécialisée à l'activité économique. Il dispose de ressources, lui, permettant d'obtenir un revenu et il constitue un centre de prise de décision. Donc, les principaux agents économiques qu'on peut distinguer, il y a les ménages, les entreprises et les administrations. Les ménages, un ménage est constitué par tout individu ou groupe d'individus vivant dans un logement séparé ou indépendant. Et on peut dire que les ménages, ce sont donc des personnes physiques vivant sur un territoire et percevant un revenu et le dépensant pour acheter des biens et services nécessaires à leur consommation. Les entreprises. Les entreprises, ici, il s'agit de tous les agents dont l'activité aboutit à la production de biens et services destinés à être vendus à d'autres acteurs de la vie économique. Les administrations, alors, ce sont publiques et privées. Les administrations publiques qui comprennent l'État, la sécurité sociale, les collectivités locales produisent des services non marchands et redistribuent une partie de la richesse nationale. Donc, elles sont financées par des prélèvements obligatoires. Ces prélèvements sont constitués de cotisations sociales, impôts, etc. Et bien sûr, on trouve des administrations privées. Les institutions de crédit. Les institutions de crédit, on peut dire qu'ils sont intermédiaires entre les agents économiques, et notamment entre les entreprises et les ménages. Les institutions de crédit ont pour mission d'assurer le financement de l'économie. Donc, ils créent de la monnaie en accordant des crédits. Et aussi, ils mettent des relations entre des agents qui détiennent de la monnaie, ça veut dire des épargnants, et ceux qui, dans le cadre de leur activité, ont insuffisamment, les investisseurs. Et ils gèrent les dépôts des particuliers ou des entreprises. On trouve aussi au niveau des agents économiques le reste du monde. Donc, ce qu'on peut dire au niveau de ce point, c'est qu'une économie nationale, elle entretient avec l'étranger de nombreuses relations. Et pour tenir compte de ces relations, la comptabilité nationale a créé un secteur institutionnel fictif dénommé le reste du monde. Maintenant, on va passer aux opérations économiques. Donc, on distingue essentiellement trois catégories d'opérations économiques. Tout d'abord, les opérations sur biens et services. Alors, ces opérations, elles décrivent l'origine, ça veut dire ressources, et l'utilisation, emploi, des biens et services pendant une année. Donc, quand on parle des ressources, ou bien d'origine, ici, on retrouve la production et les importations. La production, qui est définie par le système élargi de la comptabilité nationale comme une activité socialement organisée, des unités résidentes consistant à créer des biens-services habituellement échangés sur le marché et ou obtenus à partir de facteurs de production s'échangeant sur le marché.
Et ici, au niveau de la production, on peut parler de la production marchande et celle non marchande. Et il y a les importations, comme on a déjà évoqué tout à l'heure, les importations des biens et services qui sont évalués à leur prix CAF, coût assurance frais, qui représentent la valeur des biens à leur entrée sur le territoire économique. Alors, c'est ce qu'on appelle les ressources. Maintenant, pour les emplois. Quand on parle des emplois, ça veut dire les utilisations. Les utilisations, ici, on parle de la consommation, on parle des investissements et on parle de l'exportation. Tout d'abord, pour la consommation. La consommation, ici, il comporte la consommation intermédiaire et la consommation finale. Quand on parle de la consommation intermédiaire, ici, cette consommation représente la valeur des biens autres que le capital fixe et des services marchands consommés au cours de la période dans le processus courant de la production. Et on trouve, bien sûr, et pour la consommation finale, CF, il représente la valeur des biens et services utilisés pour la satisfaction directe des besoins humains individuels ou collectifs. Alors, on trouve aussi la formation du capital ou l'investissement, parce qu'on a déjà parlé concernant, toujours dans le cadre de l'emploi des utilisations de la consommation intermédiaire, pour l'investissement. Pour la formation du capital ou l'investissement, il peut prendre deux formes, la formation brute du capital fixe et la formation ou la variation des stocks. Alors pour le premier, la formation brute du capital fixe, c'est la valeur des biens durables acquis par les unités de production pour être utilisés au moins un an dans le processus de production. Pour les stocks, ils concernent tous les biens autres que ceux du capital fixe, détenus par les unités de production à un moment donné. Alors maintenant, le dernier point au niveau des utilisations, c'est les exportations. Alors les exportations de biens et services évalués à leur prix free on board, c'est-à-dire à leur prix du marché à la frontière. Et pour chaque agent économique, on peut dire qu'il y a une égalité ressources-emploi. Ça veut dire X plus M égale à C plus I plus X. On va passer aux opérations de répartition. Donc, le système élargi de la comptabilité nationale définit les opérations de répartition comme étant des opérations de distribution et de redistribution du revenu issu de la production, ainsi que les flux de revenus avec le reste du monde. Donc, ici, on peut distinguer des opérations de répartition comme la rémunération des salariés, les impôts liés à la production et à l'importation, les subventions d'exploitation, les revenus de la propriété de l'entreprise, les opérations d'assurance dommages. Ce sont qu'on les qualifie comme des opérations de répartition. Pour la dernière catégorie des opérations, qui sont les opérations financières, ici, on peut dire que ces opérations sont relatives à la création, la collecte et la mise en œuvre des moyens de financement nécessaires à l'économie. On peut dire qu'ils constituent la contrepartie de la plupart des opérations sur biens et services et des opérations de répartition. Et selon le critère de l'instrument sur lequel elle porte, le système élargi de la comptabilité nationale classe les opérations financières en 4 rubriques. On trouve les instruments de paiement, qui sont des moyens de paiement pouvant servir au règlement immédiat des transactions sans transformation préalable, comme les pièces, les billets, dépôts à vue. Il y a les instruments de placement, concernent les dépôts non monétaires dont les caisses d'épargne, les bons
non négociables à court terme, les bons négociables à moyen et long terme, etc. Il y a les instruments de financement concernant essentiellement les crédits à court terme et les crédits à moyen et long terme. Et on trouve aussi les réserves techniques d'assurance, qui sont les indemnités liées à des événements incertains, comme décès, accidents, qui sont versés par les entreprises d'assurance en contrepartie de primes ou bien des primes qu'elles reçoivent. Alors maintenant, on va passer à la troisième section qui traite les marchés. Ici, on va étudier les marchés. Donc, les agents économiques sont reliés entre eux par les transactions qu'ils effectuent sur 4 marchés principaux. On distingue le marché des biens et services, le marché des facteurs de production, le marché financier, dont le marché de la monnaie, et le marché d'échange ou marché des devises. Donc, ce qu'on peut dire que concrètement, chacun de ces marchés représente un ensemble de marchés distincts. Le marché des biens et services, par exemple, englobe le marché des chaussures, le marché du cinéma, le marché des automobiles, etc. Le marché des facteurs inclut tous les marchés où s'échangeant les facteurs de production. Il englobe le marché du travail, le marché des ressources naturelles, le marché des immeubles, etc. Et le marché du travail regroupe les marchés où se transignent les différentes catégories de main-d'œuvre comme les menuisiers, les comptables, les artisans, etc. Ce qu'on peut dire au niveau de ce point, c'est que puisqu'il est impossible d'analyser le fonctionnement de ces différents marchés, on raisonne comme s'il existait un seul marché de biens et services sur lequel tous les biens et services étaient vendus et un seul marché sur lequel les services de tous les facteurs de production étaient échangés. Donc, le marché, par exemple, de biens et services, il sert à expliquer le volume de la production nationale, le niveau général des prix et donc le taux d'inflation. Le marché des facteurs, particulièrement le marché du travail, permet de déterminer le niveau de l'emploi, le taux de chômage et le taux de salaire. Le marché financier, particulièrement le marché de la monnaie, permet de déterminer le taux d'intérêt. Sur le marché des devises, on échange la monnaie nationale contre des monnaies étrangères et cet échange reflète l'ensemble des transactions entre un pays et ses partenaires commerciaux. Et on peut dire que ce marché, il sert donc à déterminer le taux de change de la monnaie nationale, c'est-à-dire la valeur de la monnaie nationale en termes d'une monnaie étrangère. Alors maintenant, la dernière section qui traite le circuit économique. Au niveau de cette section, on peut dire qu'un circuit économique est une représentation schématique des mécanismes fondamentaux d'une fonction d'une économie. Ici, pour bien appréhender ce circuit économique, on va supposer une économie fermée, ça veut dire l'État est absent, composée seulement, une économie privée est fermée, composée seulement des ménages et des entreprises non financières. Donc, supposons également qu'il existe seulement 2 marchés, le marché des biens et le marché des facteurs. Alors, dans ce cas, on peut dire qu'il y aura des transactions qui vont s'établir entre les ménages et les entreprises, qui vont donner lieu à un double flux. Un flux réel représenté selon le schéma par des pointillés. Donc, il correspond à un mouvement de biens et de facteurs d'un agent à l'autre. En contrepartie de ce flux, existe un flux monétaire inverse, représentant les sommes versées
en échange de biens et des facteurs. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que les ménages, ils possèdent les facteurs de production. Ils offrent aux entreprises les services de ces facteurs en échange d'un revenu. Et ce dernier correspond au coût de production supporté par les entreprises. Maintenant, pour les entreprises, ils utilisent les services de ces facteurs de production pour produire des biens et services qu'elles vendent ensuite aux ménages sur le marché des biens et services. Donc ici, on peut dire que les ménages peuvent alors acheter cette production grâce aux revenus reçus des entreprises en contrepartie des services, des facteurs de production. Donc par conséquent, les dépenses d'un agent économique constituent des revenus pour l'autre agent. Les dépenses de production des entreprises sont des revenus pour les ménages. Et les dépenses des ménages sont des revenus pour les entreprises. Alors, c'est le phénomène de la circulation des flux. Et on peut dire que la consommation des ménages dépend de leurs revenus, mais leurs revenus dépendent des recettes des entreprises puisqu'elles-mêmes dépendent de la consommation des ménages. Alors c'est tout. Merci pour votre